Alors bonjour Brignoles, et ça fait vraiment plaisir d'être ici dans le Var. Je suis déjà venu quelques fois dans le Var pour aider des luttes. Et puis alors en termes de meeting, on est un peu des moines soldats quand même à la France Insoumise, parce qu'ils m'ont envoyé à Arras juste avant la première journée de grève. J'étais à Carpentras un vendredi soir où il faisait moins 3 degrés, et aujourd'hui à 14h, alors qu'il fait beau, que j'aurais pu être avec les enfants, on est à Brignoles. Vous ne pouvez pas dire que les députés LFI ne travaillent pas, mais en tout cas je vous remercie, et c'est très important parce que comme le disait Damien, et je pense que c'est vraiment un élément important dans la période, on a besoin d'aller reconquérir une partie des territoires, et moi je parle plutôt des territoires plus que des populations, mais des territoires qui ont été gagnés par la droite, par l'extrême droite, et c'est important d'utiliser cette bataille des retraites, cette grande bataille des retraites pour aller battre l'extrême droite, parce que c'est vraiment le danger le plus grave actuellement. Parce que si nous ne gagnons pas, c'est eux qui risquent de gagner en 2027. C'est pour ça que c'est important ce qu'on fait là aujourd'hui. Alors, de quoi je vais vous parler ? Moi, je voudrais quand même essayer d'expliciter un truc que je trouve bizarre. Pourquoi il fait cette réforme ? Parce que sincèrement, depuis 2017, Macron, il n'a même pas de majorité idéologique, puisqu'il a déjà gagné face à l'extrême droite en 2017. Il n'y avait pas une majorité dans le pays pour la politique néolibérale qu'il a menée. En 2022, il n'a même pas de majorité politique à l'Assemblée nationale. Et il fait une réforme, qui est la mère des réformes, sur les retraites, dont on sait, pour quand on est un peu comme moi syndicaliste et avoir milité depuis 1995 dans ce pays, qu'à chaque fois qu'on touche à la sécurité sociale et aux retraites, en général, ça crée une mobilisation et ça crée l'unité à gauche. Donc on peut se dire que soit il est complètement fou, soit ça répond quand même à un projet politique assez lointain et assez profond. Et c'est ça que moi je vais essayer de détailler. Alors, pourquoi ils font cette réforme des retraites ? Alors, il faut imaginer quand même qu'on est à la fin d'un cycle, il faut espérer que c'est la fin d'un cycle, d'une révolution, qui est une contre-révolution néolibérale. Et je voulais un peu en parler, parce que Raquel est invitée ici, et que cette contre-révolution née dans les cerveaux de l'école de Chicago, en fait, a d'abord été mise en œuvre au Chili, par Pinochet, ensuite par Reagan et Thatcher, avec une stratégie de choc qui a très bien été d'ailleurs détaillée par Naomi Klein, c'est-à-dire on avance, ils ont cassé les mineurs, ils ont voulu casser partout les révoltes ouvrières. Ils y sont arrivés, sauf peut-être dans un petit pays qui résiste, qui est la France. Parce qu'au moment où ils ont voulu casser notre système social et démanteler, ça c'est les paroles du patron des patrons, un à un, tous les acquis du Conseil national de la résistance, c'est en 95. La grande réforme de la sécurité sociale avec Juppé. Et on y a mis un coup d'arrêt en 95 à une partie de cette contre-révolution néolibérale. Et finalement, le projet de Macron, à mon avis, ce pourquoi il est mandaté par une partie de l'oligarchie financière, c'est de finaliser cette contre-réforme néolibérale dans le dernier pays où elle n'a pas été menée jusqu'à son terme. C'est ça leur objectif. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour les en empêcher. Alors, c'est quoi exactement qu'il y a derrière une réforme des retraites ? D'abord, imaginez qu'il y a un pactole. Imaginez Picsou sur un pactole. Le pactole, c'est 600 milliards. C'est le budget de la sécurité sociale et de ses 5 branches. C'est 600 milliards qui échappent au capital. C'est tout. Et ça les rend fous. Et ça les rend fous depuis 1946. Et moi, je rappellerai quand même, au passage, parce qu'on dit que c'est le Conseil national de la résistance qui a fait la sécurité sociale. Non. On dit que c'est un ministre communiste. Oui, il a aidé. Non, la sécurité sociale, c'est les travailleurs qui l'ont mis en place eux-mêmes. C'est la CGT qui a organisé les caisses en 1946 alors que le pays était en ruine. Donc c'est les travailleurs organisés par eux-mêmes qui ont réussi à créer cette sécurité sociale. Et ça les rend fous. Ça les rend fous qu'on soit capable de s'auto-organiser, qu'on n'ait pas besoin d'eux pour gérer à la fois notre santé, à la fois le moment où on passe au chômage, et puis évidemment notre retraite. Donc c'est là-dessus. Donc il y a une dimension à la fois politique, idéologique, nous casser, nous dire qu'on n'est pas capable, que c'est à eux de gérer, que c'est eux qui sont rationnels, et c'est eux qui savent gérer. Pour vous dire que c'est complètement faux, les frais de gestion de la sécurité sociale et de la CARSAT, qui gère nos retraites, c'est 2% de frais de gestion. Si vous passez un système assurantiel, c'est 15% de frais de gestion. Nous, quand on gère les choses, ça coûte 2%. Quand eux, ils le gèrent, c'est 15% de frais de gestion. Donc c'est quelque chose de absolument... ils veulent nous faire croire que nous, on n'est pas capables. Et pourquoi donc ils veulent mettre la main sur ce pactole ? Il y a 2 raisons. Il y a 2 types de capital qui veulent mettre la main sur ce pactole. D'abord, il y a le capital financier,
Parce que si les fonds de pension peuvent mettre la main sur les fonds retraite, d'ailleurs ils ont fait une réforme, hein, c'est passé un peu inaperçu, mais il y a les plans d'épargne retraite qui ont été réformés en 2019, et dès que dès que la réforme sera passée, si malheureusement elle passe, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous proposer d'aller capitaliser, comme en Suède, comme en Allemagne, pour que vous aller alimenter la bourse, alimenter en fait le système financier international. Donc ça c'est le premier objectif. Et les gens qui sont derrière ça, c'est Natixis, c'est BlackRock, etc. Et c'est des gens qui ont soutenu Macron. Alors là, c'est pas être complotiste, c'est réellement des gens qui ont accompagné la victoire de Macron en 2017 et qui continuent de l'accompagner. Et donc, ils ont mandaté Macron pour faire ce travail-là. Et puis, un deuxième grand objectif habituel de ce type de réforme, et qui touche en fait une autre partie du capital, qui est le capital, en gros, industriel, les multinationales françaises, c'est que si vous diminuez en fait les cotisations sociales, en gros, ça fait moins d'argent qui sont financés par le capital et donc par vos employeurs pour votre système de retraite. C'est vous qui allez devoir vous le payer. Donc quelque chose qui était payé par les employeurs va être payé par vous. Donc c'est un transfert pour tous les patrons. C'est un transfert du travail vers le capital. Donc ça enrichit aussi le capital. C'est ces deux objectifs-là qui poursuivent avec la réforme des retraites. Et il faut que vous ayez vraiment bien conscience de ça. Pourquoi? En France, actuellement, la part par capitalisation, c'est 16 milliards. La partie retraite de la sécurité sociale, c'est 240 milliards. Et un peu plus de 300 milliards pour l'ensemble du dispositif des retraites. Et bien voilà, entre 16 milliards et 240 milliards, il y a une marge de progression, comme ils diraient les macronistes. Et c'est ça qu'ils veulent vous récupérer. Ils veulent vous récupérer cet argent-là. Donc il ne faut pas les laisser faire. Alors, bien sûr, évidemment, parce qu'il faut un écran de fumée, parce que ça, ce que je vous raconte là, bien évidemment, les médias vous en parlent pas, les gens en parlent peu, parce que finalement, on reste sur le petit bout de la lorgnette, alors l'histoire des 62, des 64, est-ce que les femmes gagnent? Ils essaient de vous rétrécir l'enjeu. Alors que l'enjeu, c'est il faut que vous le remettiez tout le temps. Le principal enjeu, c'est de continuer à démanteler tous nos acquis sociaux. Et quand ils auront fini avec la partie retraite, ils reprendront le travail avec la partie santé. Et puis, ils ont continué sur la partie de la caisse d'allocation chômage. Hein. C'est des réformes qu'ils n'ont pas arrêté de faire là-dessus. Mais pour éviter qu'on parle de ça, il faut un écran de fumée. Donc dans la deuxième partie, je vais juste vous parler de cet écran de fumée et de quelques mensonges, ou en tout cas contre-vérités, qu'ils utilisent pour vous faire avaler cette histoire de la nécessité de la réforme. Premier mensonge, pourquoi la réforme est inutile? D'abord parce qu'ils nous disent « on vit plus vieux, donc on travaille plus longtemps ». Alors faites toujours attention à ce genre de choses, c'est le faux bon sens. Hein. Bon, d'abord, le sens de l'histoire, s'il y en a un, moi je ne crois pas trop, mais s'il y en a un, c'est plutôt qu'on diminue le temps de travail, parce qu'à l'échelle du temps long, on a plutôt diminué le temps de travail. Mais même sur cette histoire de « on vit plus longtemps », c'est faux. Alors moi, comme je suis scientifique, j'ai commencé par regarder les données, et ben non, l'espérance de vie, en fait, se tasse. Pour les femmes, ça a augmenté que d'1 an sur les 20 dernières années. Et les hypothèses du Conseil d'orientation des retraites, d'ailleurs, c'est vous allez, mesdames, vivre 2 ans de plus en 5 ans, je ne sais pas si vous comprenez, alors que vous avez pris que 1 an en 10 ans. Donc déjà, c'est eux qu'il faut mettre à la retraite, hein, c'est les experts du Conseil d'orientation des retraites. Mais globalement, cette histoire est fausse. En gros, on ne vit plus maintenant de plus en plus vieux. Hein, il y a une limite à ça. Et en plus, plus on retarde l'âge de départ à la retraite, en général, dans les pays qui l'ont fait, plus l'espérance de vie se met à rediminuer. En tout cas, l'espérance de vie en bonne santé. Donc ça, c'est faux. Deuxième chose, l'âge médian ne diminue plus, n'augmente plus. En fait, pourquoi? Parce qu'on a un taux de natalité qui est relativement élevé en France. Et là, ça m'amène à un deuxième mensonge. On compare avec l'Allemagne, on compare avec l'Italie, mais on n'a pas du tout les mêmes démographies. Et ça, personne ne le dit. En Italie ou en Allemagne, c'est 1,2 enfants par femme. En France, c'est 1,8. On est les champions de l'OCDE. Donc on n'a pas les mêmes paramètres. Donc évidemment, le rapport d'actifs retraités n'est pas le même. Donc on ne peut pas comparer les âges de départ à la retraite entre les pays. Bon, puis en plus, ces comparaisons sont fausses. Ils vous disent en Allemagne, c'est 67 ans. C'est 62 en France. Mais ils oublient de parler des taux pleins ou pas taux pleins. Parce qu'on a aussi les 42 annuités. Moi, personnellement, en tant que chercheur, j'ai commencé à travailler il y a 28 ans. 28 plus 42, vous faites le calcul. De toute façon, c'est pas avant 67 ans, moi. Sinon, ça aurait été 70. Hein, et c'est pas avant 67 ans. Donc, moi aussi, pour moi, la retraite à taux plein, c'est 67 ans, comme en Allemagne. Donc, faites attention à tout ça. Ils enchaînent les contre-vérités. Et je vous épargne le dernier qui est... Enfin, je vous l'épargne pas, parce que c'est quand même intéressant. C'est le taux entre les actifs et les retraités.
Ils vous disent c'est dramatique, dramatique. Alors, je vous ai dit, en fait, non, la natalité se maintient, l'espérance de vie n'augmente plus, donc ce taux ne va pas tellement bouger en réalité. Dans les hypothèses du corps, globalement, on passe de 1,5 actuellement à 1,4, alors qu'on est passé de 3,2 dans les années 60 à 1,7, et on a toujours notre système de retraite. Donc comme quoi, c'est parfaitement soutenable cette affaire. Et puis, si on veut vraiment améliorer ce ratio, qui est plus d'actifs par rapport aux retraités, il y a des choses faciles à faire. Faciliter l'emploi des femmes. Il y a un écart de 8% entre l'emploi des femmes et l'emploi des hommes. Donc facilitons l'accès au travail pour les femmes et déjà on résout une partie du problème. Et puis si vous voulez vraiment aller plus loin, il y a plein de gens qui travaillent et qui cotisent pas, les sans-papiers. La régularisation de tous les sans-papiers, vous augmentez les actifs qui cotisent par exemple. Donc les solutions, il y en a. Et sur le dernier mensonge, qui est le principal mensonge du gouvernement, en gros, c'est de nous dire qu'il n'y a pas les finances pour faire cette réforme, on a besoin. Alors bon, là c'est complètement hallucinant qu'ils aient décidé de faire cette réforme à ce moment-là, puisque pas de bol pour eux, les hypothèses du Conseil d'orientation des retraites s'étaient trompées et le régime est en excédent actuellement. Donc, alors, les gens, je ne sais pas vous, mais alors, les gens qui essayent de comprendre quelque chose à l'affaire, il faut faire la réforme, il n'y a plus rien dans les caisses, bah merde, c'est en excédent, c'est quoi cette affaire? Bon, et ce que dit le Conseil d'orientation des retraites, il faut le lire quand même, c'est pas inintéressant. Ils disent que le seul indicateur qui permet de voir si les dépenses de retraite, comme les dépenses de santé, c'est la même réflexion, sont en tout cas soutenables ou pas. Le seul indicateur, c'est la proportion entre les dépenses de retraite et le produit intérieur brut, c'est-à-dire les richesses payées. Et en France, en gros, il y a 14% de la richesse collective qu'on produit qui va vers les retraites. 14%. D'accord ? Ça n'a pas bougé. Ça bouge très peu depuis maintenant 5-6 ans. Et toutes les hypothèses du Conseil d'orientation des retraites, ça va diminuer. Ça va diminuer jusqu'à 12 ou 13%. Alors, ce n'est pas une bonne nouvelle que ça diminue, notre investissement dans les retraites. Mais en gros, ça correspond à la paupérisation des retraités français. Mais ça va diminuer. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, il suffit juste d'augmenter, de revenir sur les exonérations de cotisations sociales. Il suffit juste d'augmenter de quelques euros, 15 euros les cotisations sociales. En gros, c'est ça, 15-20 euros. Ça dépend des salaires, les cotisations sociales. Et vous dites, ah ouais, mais j'aurai 15 ou 20 euros de moins en ce qui me concerne. Mais non, ça peut être le patron. Ça, c'est le rapport de force parce que c'est du salaire brut. Donc, il faut faire en sorte que ce soit les patrons qui aillent cotiser plus et pas nous. Donc, les solutions, elles existent. Et je ne dirais pas trop autre chose sur la réforme et ses conséquences. Par contre, je voudrais quand même vous dire une chose que personne, je pense, ne dit. C'est que tout le monde va y perdre. Et pour comprendre bien pourquoi tout le monde va y perdre, c'est-à-dire que tout le monde aura des salaires plus bas. Et en réalité, c'est cohérent avec ce que je vous ai dit avant. Parce que les salaires vont être plus bas, donc vous allez être obligé de compléter ça par de la capitalisation. Et c'est ça tout leur objectif. Et il y a un truc qu'on oublie, c'est la surcote. Parce que, je vais vous prendre un exemple. Quelqu'un qui a travaillé, qui a commencé assez tôt, qui à 62 ans pouvait partir à 1300 euros. C'est un exemple qu'une salariée de la CARSAT nous a pris hier soir. Elle part à 1300 euros en ayant travaillé toute sa vie à 62 ans. Là, elle partira à 64 ans, donc 2 ans de plus, et elle gagnera la même chose. Elle ne perd pas. Sauf qu'elle part 2 ans plus tard. Mais aujourd'hui, elle peut aussi partir à 64 ans. Avec une surcote. Et l'écart est de combien, est-ce que vous savez ? 10%. 170 euros en ce qui la concerne, exactement. Donc elle va perdre exactement 170 euros. Et ils sont nombreux, les salariés, à être dans ce cas-là, notamment ceux qui commencent tôt. Parce que quand on a des petites retraites, et bien souvent, on continue un peu plus longtemps pour avoir cette surcote que vous n'aurez plus. Et donc en gros, c'est 100 à 200 euros en moins pour toutes les pensions. C'est ça leur réforme des retraites. Il faut quand même qu'on se le mette dans le crâne. Et donc ça, c'est inacceptable. Ensuite, je voulais conclure. Comme c'est inacceptable cette affaire, et que cette réforme est injuste, je pense que Raquel y reviendra, parce qu'elle est injuste pour les femmes, pour les précaires, etc., il faut en fait faire tout pour l'interrompre. Parce qu'on est à un moment politique particulier, je vous l'ai dit, c'est un peu la queue de comète de cette contre-révolution néolibérale. Et moi je crois, j'ai beaucoup d'espoir, je crois qu'on a un moment où on peut dire stop. Et que ce stop-là soit aussi un stop qui soit entendu dans toute l'Europe. N'oubliez pas que quand il y a une révolution à un moment donné, quelque part, par exemple en Tunisie, ou quand ça a été le cas sur les indignés, ça fait boule de neige et ça peut faire traîner de poudre. Et ce qui peut se passer là en France aujourd'hui, cet hiver et peut-être jusqu'au printemps, c'est de dire stop à l'échelle de l'Europe, voire à l'échelle du monde. Et j'ai espoir parce que réellement, ils n'ont aucun argument pour que cette réforme passe. Alors donc je pense que le principal slogan que moi je fais en meeting à la fin, c'est « Nous devons gagner ». C'est quasiment un impératif catégorique, c'est quasiment conscient. Voilà.
Alors, est-ce que nous pouvons gagner? Oui, parce qu'ils n'ont pas la majorité dans les têtes. Oui, parce qu'on a l'unité syndicale. Oui, parce qu'on a l'unité aussi de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et que ça veut dire que pour les gens, si on gagne et qu'il y a des élections ensuite, il y a une alternative politique qui donne envie, avec un programme que vous connaissez, et sur juste le temps de travail, c'est quand même la 6e semaine de congé payé, la retraite à 60 ans, aller vers les 32 heures, c'est ça quand même qu'on a dans notre programme. Reconstruire tous les services publics. Donc ça donne envie. Donc on est dans un moment où c'est possible. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour que ça advienne et pour que la victoire soit là? Eh bien, il faut que les uns et les autres, on retrouve confiance dans notre capacité à bloquer l'économie. Moi, j'irai encore un peu plus loin. Alors, il faut être joyeux et tout ça, mais je ne crois pas que seules les manifestations suffiront. Ça, c'est la leçon des grandes mobilisations sous Sarkozy. Et je crois que beaucoup d'entre vous, je pense que vous êtes tous et toutes d'accord, parce que beaucoup d'entre vous, vous avez été 1 million, on était près d'1,5 million à Paris 3 fois contre Sarkozy. Et on ne l'a pas fait plier, Sarkozy. Et Sarkozy, il est à côté d'ailleurs de Macron, vous avez vu, à ce moment. Et il le conseille, il lui dit c'est possible, vas-y, vas-y. Et donc je pense qu'il faut aller plus loin. Et l'exemple où on a gagné, c'est 95. Et donc, pour arriver à bloquer le pays, alors j'ai fait le même débat à Carpentras et on m'a dit oui, mais c'est les cheminots. Et il y a toujours beaucoup de gens qui pensent que, eux, quand ils s'arrêtent de travailler, ça ne sert à rien. Et bien, il faut que ça, vous le sortiez de la tête, c'est pas vrai. Les uns et les autres, quand on arrête de travailler, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et donc, il faut qu'à un moment donné, tous et toutes, on retrouve confiance, et notamment les professeurs, parce que quand les professeurs n'exercent pas, les parents d'élèves ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école, et donc ils sont obligés aussi de se mobiliser. Donc je pense qu'ils peuvent se mobiliser. Et donc je pense que ça c'est important, de retrouver cette confiance, et ça ne peut passer que par l'auto-organisation. C'est-à-dire que les uns et les autres, dans nos facs, dans nos lycées, dans nos entreprises, on rencontre les collègues, on dit qu'est-ce qu'on peut faire. C'est pas forcément la grève d'ailleurs. C'est un peu ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Ça peut être d'autres choses, mais qu'est-ce qu'on fait? Et puis ceux qui ne travaillent pas, comment on peut aider les autres? Donc moi, les derniers mots, je vais finir là-dessus. Le mot d'ordre dans les entreprises, c'est assemblée générale, le soir de la prochaine manifestation, c'est le mardi. On fait des assemblées générales, on discute avec les gens, on va voir les syndicalistes. Et puis là où il n'y a pas de syndicalistes, on s'organise. Et puis partout ailleurs, on aide. Et vous savez comment la première internationale, elle s'est créée? Elle s'est créée grâce aux caisses de grève. Un jour, il y a des gens qui se sont dit, tiens, on va faire des caisses de grève. Et c'est par les caisses de grève qu'ils ont construit la première internationale. Et donc, les caisses de grève, c'est un puissant moteur. Donc, ceux qui sont retraités, qui peuvent pas faire grève, parce qu'ils sont au chômage, ou qui font la chose, aider à organiser. Pas forcément à payer, mais à organiser une caisse de grève. Donc, voilà, c'est pour ça que ma conclusion sera celle-ci. On doit gagner. Sinon, c'est le risque du Rassemblement national. C'est vraiment important. On peut gagner et on va gagner.